vous êtes l'architecte de la création de la porte du non-retour. Mais ce que peu de gens savent, c'est que vous avez créé la première Oui. avant de créer la deuxième. Je vais vous faire une confidence. Cette porte-là n'est pas un hasard. Si je l'ai réalisée au départ et maintenant. C'est un des mémoriaux les plus puissants du continent. Que représente ce projet pour vous sur le plan personnel et professionnel? C'est presque spirituel en fait. En réalité, la porte du non-retour est un monument qui est censé symboliquement représenter l'ultime étape des esclaves en terre africaine. Le nom qui est affiché en bas explique tout. Bandeira, c'est mon histoire que je raconte. Quelque part, les mannes de mes ancêtres étaient derrière moi. Je peux dire qu'ils m'ont coopté en réalité pour réhabiliter leur histoire. Ils ont accepté que je sois celui-là qui vienne donner forme à la mémoire. Et la chose la plus stupide qui n'ait jamais été dite est que la création humaine est un hasard. Je ne peux pas me taire devant une telle stupidité. C'est une nuit, je me suis réveillé et je l'ai dessiné comme si j'écrivais une lettre. Et je peux vous dire que j'ai vécu cette porte-là comme si j'étais dans les cales des bateaux. J'ai senti l'odeur pestilentielle de ces cales-là. J'ai senti ces vagues s'écraser sur la coque du bateau et j'ai vécu tous ces moments-là un peu comme si j'y étais. Parce que mon ADN est marqué par cette histoire, par cette souffrance. Alors, l'art africain bénéficie d'une reconnaissance croissante à l'échelle mondiale. Comment percevez-vous l'évolution du rôle des artistes africains sur la scène internationale? Beaucoup d'artistes africains, n'ont pas conscience qu'en réalité, nous sommes les chantres de l'art moderne. C'est par nous qu'est né l'art moderne. L'artiste africain, en fait, est d'abord quelqu'un de spirituel. L'artiste africain est là pour traduire ce qui vient du tréfonds de l'esprit d'en haut, l'essentiel de l'âme. Pour les jeunes artistes et créateurs africains, quel état d'esprit est nécessaire pour créer une œuvre qui a un véritable impact? L'émotion chez nous, les artistes, on peut la qualifier de qualité de nos défauts. Si vous n'êtes pas pris au tripes et que c'est plutôt le chèque, le montant du chèque qui vous motive, je ne pense pas que vous seriez capable d'atteindre certains objectifs. Si vous nous rejoignez sur YouTube, bienvenue à Gilles, Nadia et And Friends. C'est un podcast que nous faisons régulièrement pour mettre en valeur des personnalités africaines et non africaines qui ont impacté leur monde ou qui impactent leur monde. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir quelqu'un de très spécial. Je vais vous le présenter brièvement dans un instant. Mais si vous nous recevez sur YouTube, n'oubliez pas de liker, de vous inscrire, d'appuyer sur la cloche afin de pouvoir être informé de toutes nos news. Fortuné Bandera, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. C'est un plaisir partagé. Merci Vraiment. beaucoup. Merci beaucoup. Fortuné, vous êtes né à Cotonou et avez construit une carrière remarquable en tant qu'architecte, designer et artiste. Racontez-nous votre parcours. Qu'est-ce qui a façonné votre identité créative et comment êtes-vous devenu l'artiste que vous êtes aujourd'hui? Wow. Vaste question. Et bon, d'ores et déjà, je tiens à préciser que je ne suis pas architecte de fait sorti d'une école d'architecture. D'accord. Mais par la force des choses, j'en suis arrivé à faire de l'architecture, puisque on ne peut pas faire de l'architecture sans avoir touché à l'art. Bien sûr. Parce que l'architecture, c'est d'abord la notion et la capacité à visualiser le volume dans l'espace. Mais je suis surtout décorateur urbain, artiste plasticien, designer, ça je le concède. Et effectivement, j'ai eu une carrière un peu, on va dire, pas conventionnelle, hein. Et je suis, disons, je ne peux pas dire que j'en suis venu à l'art, mais je suis né
artiste. Parce que on ne devient pas artiste, on est artiste. Oui. En fait, c'est une nature. On arrive avec et déjà, je ne me souviens pas d'un moment où, depuis ma jeunesse, je n'ai pas touché, je n'ai pas malaxé des matériaux, modélé la matière. Et donc, depuis tout jeune, j'ai toujours exprimé disons, cette aptitude que j'avais en moi. Mais ceci dit, j'ai suivi un cursus scolaire comme tout le monde, parce que vous imaginez, quand vous réclamez artiste, tout de suite, on vous voit avec un pinceau au coin de l'oreille et tout, et c'est pas cela qui nourrit son homme. Et bien que mon père m'ait soutenu dans cette aptitude que j'avais, ces prédispositions que j'avais, il me voyait plutôt suivre un cursus scolaire classique. Et je l'ai fait jusqu'à un certain niveau d'études supérieures. Je me suis inscrit à l'école pratique des hautes études en sciences économiques et sociales. Mais vous savez, quand vous êtes artiste dans l'âme, cette prédisposition finit par prendre le dessus. Et je me préparais à rentrer dans une école, à l'école des Beaux-Arts, ou dans une école qui pouvait me permettre d'aborder cette carrière-là de façon professionnelle quand mon père est décédé. Et cela m'a un peu déstabilisé dans la mesure où, vous imaginez, il faut forcément des financements pour entrer, pour être inscrit et tout. Mais je suis plutôt du genre un peu entêté. Et quand j'ai quelque chose dans la tête, je ne l'ai pas ailleurs. Et au contraire, ça m'a conforté dans cette volonté d'atteindre mes objectifs. Et j'ai créé ma propre école en réalité. Et je me suis inscrit dans des bibliothèques, j'ai fréquenté des centres artistiques, j'ai fréquenté des artistes, je me suis inscrit à des cours du soir, je me suis documenté sur l'histoire de l'art, j'ai vraiment forcé les choses et je me suis d'abord donné je me suis accordé une certaine connaissance de l'art pour me donner une direction, savoir exactement là où je pouvais aller, me définir moi-même par rapport à ce qui avait été fait jusque-là. Et c'est comme ça que, bon an, mal an, j'en suis arrivé à pratiquer l'art dans tout son aspect professionnel. Et j'ai acquis des techniques. Et finalement, à y bien réfléchir, je me demande, parce qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de hasard, peut-être que si j'avais été dans une école académique, artistiquement parlant, peut-être que j'aurais eu un coup de patte, pour m'exprimer ainsi, un peu académique aussi. Mais comme je sortais un peu de ces chantiers battus, je crois que ça a fait que j'ai pu me créer un style, une façon, un mode d'expression qui sortait un peu de ce canevas qui aurait pu me mouler dans le même moule que bon nombre d'artistes. Voilà un peu l'itinéraire que j'ai dû suivre. Donc, je peux pas vous dire que, bon, je me suis mis dans l'art pour l'art, parce que j'avais conscience que je devais créer une famille. Et créer une famille, ça veut dire les responsabilités que l'on sait. Et donc, parallèlement, j'ai beaucoup entrepris. J'ai beaucoup entrepris, je ne suis pas resté à la maison comme ça. Je suis quand même assez battant, j'en demande beaucoup. Et j'ai entrepris parallèlement dans les affaires. Je créais des circonstances où, bon, je me suis retrouvé importateur quelquefois, ou
Bon, je ne vous raconterai pas toute mon histoire parce qu'elle est L'offre et bien la longue. demande, vous avez vu qu'il y avait un besoin. Exactement. Ouais. Et donc, mais parallèlement, j'ai continué à peindre, à dessiner, à sculpter. Ouais. Parce que c'était en fait, je ne pouvais pas faire autrement que cela, hein, puisque ça faisait partie de mon être. Hein, c'était consubstantiel à ma personne. Et donc, à un certain moment, je me suis dit non, je ne vais pas me disperser, je vais vivre de mon art. Et c'est à ce moment-là que, bon, plutôt que d'entreprendre de façon un peu dispersée, je me suis dit, voilà, je vais entreprendre dans mon domaine spécifique et essayer de trouver un créneau qui soit en même temps assez lucratif et qui me permette de vivre de cet art-là. Et c'est ainsi que je me suis mis dans la décoration intérieure. J'ai suivi des stages auprès d'architectes et je rends hommage à cet architecte qui m'aura beaucoup apporté, et paix à son âme, Capocicci. Capocicci qui m'aura beaucoup apporté, qui m'aura accepté dans son cabinet. Et c'est à son contact que j'ai été initié à l'architecture d'intérieur, à l'agencement, à la décoration et tous ces secteurs qui englobent l'art, voilà. Et ainsi, j'ai commencé à faire dans la décoration intérieure et tout, dans l'agencement. Et voilà, bon an, mal an, je me suis lancé dans ce domaine artistique qui a donné les résultats que vous voyez aujourd'hui. Dont nous allons parler. C'est un parcours très riche. Vous travaillez donc, comme vous le disiez, dans plusieurs disciplines, donc architecture d'intérieur notamment, mais peinture, sculpture et design d'intérieur. Comment ces différentes formes d'expression se rejoignent-elles dans votre travail et qu'est-ce qui vous permet de naviguer avec autant de fluidité entre elles? Bon, je peux dire qu'en fait, le domaine de la décoration urbaine, pas urbaine, intérieure, entraîne un peu tous ces domaines d'intervention. C'est-à-dire que quand vous décorez un intérieur, quand vous agencez un intérieur, quand vous architecturez un intérieur, forcément, vous êtes appelé à l'embellir. Vous êtes appelé à l'agencer. Vous êtes appelé à l'aménager, à proposer des meubles, et donc à dessiner ces meubles-là, faire un comptoir avec, je ne sais pas, des tabourets de bar ou avec un fond. Et à l'intérieur de cet appartement, par exemple, vous avez un pan de mur que vous devez aménager, vous avez un patio, où vous devez proposer, par exemple, une fontaine de jardin. Vous voyez, donc, c'est forcément un domaine qui englobe et qui embrasse un peu tous ces corps d'État. Et voilà un peu comment il y a une interliaison entre ces différents domaines spécifiques. Bon, maintenant, à un certain moment, vous sortez de cet espace intérieur pour vous retrouver dehors, à savoir dans l'espace paysager. Et à ce moment-là, cet art prend une autre dimension, on peut dire, monumentale. Et c'est là, à ce moment, qu'on est appelé à proposer des œuvres, des œuvres d'architecture, des œuvres monumentales et tout le reste. Voilà. Et vous en avez fait quelques-unes, mais on va y arriver. À un niveau personnel, votre travail qui est profondément ancré dans l'histoire, à un niveau personnel, qu'est-ce qui vous nourrit pour raconter ces histoires à travers l'art? Ce qui me nourrit, c'est d'abord cette soif de créer. Pour moi, c'est un peu comme si j'avais quelque chose en moi dont il me fallait me libérer. Vous voyez, et quand j'ai l'occasion justement de libérer cette énergie, c'est pour moi vraiment source de bonheur.
Et c'est ce qui me motive en premier, c'est cela. Et franchement, quand j'ai des propositions, hein, dans le sens dans mon domaine artistique, franchement, je m'y mets complètement et corps et âme. Et je peux dire aussi que celui qui est en face de moi est ma source d'inspiration première. Parce que dans mon domaine, je suis appelé à travailler pour les autres, hein, en décoration intérieure. Je ne vais pas me mettre à coller des feuilles de bananier partout, même si j'aime ça, si mon client n'aime pas ça, vous voyez. Donc, je suis appelé à connaître d'abord mon interlocuteur et de faire quelque chose qui, une chose dans laquelle il se reconnaîtrait. Voilà, donc c'est vrai qu'à un certain moment, on se signe un peu, on va en retrait pour laisser le mécène, je peux dire, hein, l'interlocuteur, le client, hein, se retrouver dans ce que nous proposons. Oui. Voilà un peu globalement l'approche que j'ai, hein, par rapport à tout cela. Voilà. Excellent. Excellent. Alors, vous avez joué un rôle clé, pour ne pas dire vous êtes l'architecte quelque part, de la création de la porte du non-retour. Mais ce que peu de gens savent peut-être, parce que vous êtes très humble et très effacé, c'est que vous avez créé la première, oui, avant de créer la deuxième. C'est un des mémoriaux les plus puissants du continent. Que représente ce projet pour vous sur le plan personnel et professionnel ? Oui, votre question m'émeut beaucoup. Et c'est un peu... je ne veux pas dire là, que c'est ma porte du non-retour, mais c'est la consécration de mon art. Et c'est un itinéraire, en fait, qui m'emmène à ce résultat-là. Vous voyez, c'est vraiment... c'est presque spirituel, en fait. J'avais été rapproché par le président Nicéphore Soglo pour conduire quelque part, d'une certaine façon, dans mon domaine, le festival Ouida 92. Et c'est au cours de ce festival Ouida 92 que j'ai eu à poser certains actes artistiques, dont le mémorial de Zumbuji. Et c'est après le mémorial de Zumbuji, après la réalisation de ce mémorial, que j'avais été convié, invité à participer à la réalisation de la porte du non-retour. En réalité, la porte du non-retour est un monument qui est censé symboliquement représenter l'ultime étape des esclaves en terre africaine. Lorsque l'on désigne la porte du non-retour par ce nom-là, cela englobe, il faut le reconnaître, la participation de plusieurs intervenants. Oui. À savoir, moi, honnêtement, je ne veux pas m'approprier cette œuvre-là, oui, globale, j'entends, bien globale. Sont intervenus des artistes de talent tels que Kouas, qui est le réalisateur, sur l'ancienne porte, j'entends, oui. Des statues en cuivre qui étaient posées sur les socles de gauche et de droite. Oui. C'est lui qui les a réalisés. Et maintenant, vous avez un autre artiste qui est Yves Pédé, oui, qui a réalisé les deux Egungun qui sont censés représenter l'âme des esclaves revenus. Et maintenant, un troisième intervenant est l'architecte
à Rouen, bon, je ne me rappelle plus tout son nom, mais c'est lui qui a, disons, agencé, qui a dessiné tout le terrassement de la porte du non-retour. D'accord. C'est la seule participation qu'il a eu à faire. Oui. Donc, le chef de projet sur cette porte, c'était moi. Et maintenant, pour différencier le concept de porte du non-retour du reste, pour me soustraire de cet ensemble-là, je parle de portique. Oui. C'est-à-dire, la porte, en fait, la porte elle-même, c'est ce portique-là. C'est pour ça que souvent, on m'attribue la réalisation. la paternité de la porte du non-retour. Oui. Mais le portique de la porte du non-retour, c'est moi qui l'ai conçu et réalisé. D'accord. Je veux dire, la première, et voilà. C'est-à-dire que ce portique est constitué de 7 éléments en béton, puisqu'en fait, en tant qu'artiste, j'utilise tous les matériaux. Voilà, ça peut être le béton, ça peut être le bronze, c'est selon les besoins. Selon les besoins de la cause. Et dans cette circonstance-là, il fallait que ce soit quand même un matériau qui tienne la route et qui traverse le temps. Et c'est pour ça qu'il est en béton. Donc, ce portique, qui est constitué par ces 8 piliers, ces 8 piliers, ces figurines sur les 8 piliers et les bas-reliefs que l'on voit sur la couronne, voilà, ont été conçus et réalisés par moi. Voilà ce que je peux dire voilà. Ça, c'était pour la première. Voilà, c'était pour la première. Et la seconde, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui vous a interpellé? Et combien de temps est-ce que ça a pris entre peut-être les premières conversations et la réalisation de cette porte qu'on a vue de façon exceptionnelle? Elle est tellement impressionnante pendant les Vodun Days de 2026. Vous savez, je reviens à un aspect un peu spirituel de la chose. Et je vais vous faire une confidence. Cette porte-là n'est pas un hasard. Si je l'ai réalisée au départ et maintenant. Le nom qui est affiché en bas explique tout. Bandeira. Je ne savais pas. C'est mon histoire que je raconte, bien sûr. sans l'avoir voulu. Oui. Cela veut dire qu'en réalité, quelque part, les mânes de mes ancêtres étaient derrière moi. Je peux dire qu'ils m'ont coopté en réalité pour réhabiliter leur histoire. Oui. Ils ont accepté que je sois celui-là qui vienne donner forme à la mémoire, à cette déportation. Cette déportation, ce commerce triangulaire qui s'est fait pendant tout ce temps. Oui. Et donc, c'est un jour comme ça que j'étais là et puis je me suis dit, mais en fait, Fortuné, c'est ton histoire que tu racontes, que tu vas raconter. Et comme j'avais été convié, j'avais été invité à réaliser cette porte-là, j'étais en plein concept. C'est une nuit, je me suis réveillé et je l'ai dessinée comme si j'écrivais une lettre. Et je peux vous dire que j'ai vécu cette porte-là comme si j'étais dans les cales des bateaux. J'ai senti l'odeur pestilentielle de ces cales-là, avec ces gémissements d'esclaves qui étaient quelquefois dans le coma ou souffrant de ces chaînes-là. J'ai senti ces vagues s'écraser sur la coque du bateau et j'ai vécu tous ces moments-là un peu comme si j'y étais. C'est normal, parce que mon ADN est marqué par cette histoire, par cette souffrance que j'ai dû exprimer de cette façon. Donc la porte du non-retour, en fait, est l'expression
de toute cette souffrance, de toute cette... je ne vais pas employer des mots trop forts, parce que l'histoire est l'histoire. Vous savez, l'histoire de l'humanité est jonchée de distorsions. Bien sûr. Hein, ce n'est pas une affaire béninoise. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle de route de l'esclave au pluriel. Tout à fait. C'est un projet de l'UNESCO Oui. qui avait été initié justement pour plusieurs routes de l'esclave, le Sénégal et beaucoup d'autres. Voilà. Donc, un peu globalement, pour ne pas me disperser, voilà, globalement un peu l'esprit dans lequel cette porte a été réalisée avec cette colonne d'esclaves en perspective, en façade principale, qui se dirige vers ce bateau que l'on voit en fond de scène. Oui. Et sur la seconde façade mère, on voit ces esclaves de face. Et d'ailleurs, c'est là où on peut lire l'expression de leur visage, hein, vraiment des yeux exorbités, des rictus et tout, qui se disent, mais parce que la plupart, n'ont pas eu conscience, n'ont jamais vu la mer, Oui. parce qu'ils sont déportés, ils viennent de l'intérieur de l'Afrique, et voilà, qui sont complètement désorientés devant cette mer. Et derrière eux, cet arbre qui est censé symboliser l'arbre du retour, et qui laisse cette perspective de retour. Oui. Et il faut croire que la prophétie s'est Se réalise. réalisée, Oui, voilà, tout à fait, puisque tout à fait. aujourd'hui, je suis là, ainsi que la plupart de tous les Agoudas. Absolument. Et, Voilà. et parce qu'aujourd'hui aussi, le Bénin ouvre ses portes Tout à fait. aux descendants Tout à d'esclaves fait, tout à fait. américains C'est qui peuvent formidable, venir Tout à fait. prendre la nationalité. Alors, la route des esclaves est à la fois un lieu de mémoire et d'éducation. Quel rôle joue-t-il, selon vous, dans la préservation de la mémoire et dans la manière dont les générations futures peuvent comprendre l'histoire ? Pardon. Vous savez, l'artiste, en fait, nous donnons forme à l'histoire. Donnons forme à l'histoire à travers ces œuvres qui sont allégoriques, hein, Oui. qui racontent. Et tout est art autour de nous. Bien sûr. Et je pense que l'art, au commencement, était l'art. La création elle-même, on va dire qu'au commencement était l'émotion. On dit que l'émotion est nègre, entre guillemets, mais je ne m'offusque pas que l'on m'appelle nègre. Je suis la somme de toutes les couleurs. Absolument. Et j'en suis tout à Le fait début fier. et la fin. Le début et la fin. Oui. Et donc, au commencement était cette émotion. Et quel que soit ce qui arrive, après, c'est par l'émotion que tout commence. Quand Galilée reçoit cette pomme sur la tête, au début, il n'a pas un théorème qu'il écrit. Du tout. Il ressent quelque chose d'abord. Et c'est après qu'il justifie ce qu'il a ressenti. C'est cela. Donc, nous sommes des êtres émotionnels, par définition. Et donc, pour moi, la création est quelque chose, c'est un ressenti. Les générations futures doivent pouvoir se projeter et laisser des traces de ce vécu-là. Hein? Parce que dans 1000 ans, dans 2000 ans, lorsque peut-être il y aura eu, je ne le souhaite pas, ou 3000 ans, un cataclysme, peut-être retrouvera-t-on des petites statuettes de ces figurines, hein, qui resteront et qui raconteront l'histoire, hein, de notre passé. Absolument. Voilà ce que je peux partager avec eux. Donc, autant que faire se peut, essayons de nous inscrire justement dans l'expression de cette histoire-là à travers ces œuvres. Je m'adresse spécialement aux artistes, aux jeunes artistes qui ont l'ambition de faire carrière dans l'art.
Voilà ce que je peux dire. Merci. Il y a une dimension collective dans votre travail et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué au fil des conversations qu'on a pu avoir. Mais là, je voudrais parler de créativité, de collaboration et d'œuvres monumentales. La création de la porte de non-retour a impliqué une collaboration donc, avec l'architecte, vous l'avez dit, Yves Arouin Nimon. Ah oui, bon, voilà, Ouais, voilà. ouais. Très bien, ça m'avait un peu échappé. Voilà. Et d'autres artistes. Qu'avez-vous appris de la collaboration sur des projets d'une telle envergure et d'une telle importance? Ce que j'ai appris, c'est l'humilité. C'est l'humilité, c'est accepter le fait qu'on ne soit pas seul à visualiser quelque chose. Il faut accepter les autres. Et il faut se nourrir aussi de l'inspiration des autres. Hein. Il faut collaborer. Il faut collaborer. Et moi, j'ai collaboré avec eux. J'ai participé autant disons, à parfaire leur art qu'ils ne l'auraient fait dans mon sens. Vous voyez, donc en restant, en gardant mon identité, et eux aussi en gardant leur identité, leur façon d'écrire, leur écriture, leur mode d'expression. Je pense que dans un contexte de collaboration, il faut justement instituer cet esprit de groupe là, cet esprit de groupe. On n'est pas là pour se challenger, on est là pour se complémenter, hein, pour se compléter. Hein, et c'est la somme de toutes les couleurs, on va dire, qui permet de créer l'art. Voilà. C'est ce que je peux dire. Voilà. De créer ces œuvres magnifiques voilà. et des œuvres qui ont en même temps la mémoire de notre temps, de nos cultures et aussi qui feront dans l'avenir qu'on se rappellera de ce qui s'est passé. Exactement, exactement. Oui. Alors, votre travail prend souvent place dans un espace public et à une échelle monumentale. En quoi créer pour un public diffère-t-il de la création d'une œuvre plus personnelle ou plus intime? Question pertinente. Merci. Question pertinente. Parce que, en réalité, lorsque vous rentrez dans le domaine de la décoration urbaine, hein, et en l'occurrence la réalisation de monuments, vous êtes tenu de considérer l'aspect sociologique. Parce que vous allez présenter une œuvre, vous allez réaliser une œuvre qui doit être cooptée, qui doit être acceptée, qui doit intégrer l'histoire du pays, hein, que vous racontez, les mœurs de ce pays-là. Et c'est très important d'intégrer ce côté psychologique, ce côté traditionnel, ce côté du vécu, hein, des habitants à qui vous offrez cette œuvre-là. Et donc, je donne un exemple. J'avais réalisé la statue Kwabo de l'aéroport. Oui. Et, ah oui, et je ne savais pas. Oui. Voilà. Donc, c'est une œuvre, d'ailleurs, pour la petite histoire, je me suis toujours inscrit un peu en patriote. Hein? Bon, je ne veux pas trop m'enfoncer, mais bon, j'ai cette fibre un peu patriotique où je me dis qu'est-ce que je peux faire pour mon pays. Et c'était à l'occasion de la francophonie. Et le président Nicéphore Soglo était à l'époque donc président en exercice. Et je m'étais dit, pour l'organisation de cette grande manifestation, qu'est-ce que je pouvais faire pour participer à la réussite de cette rencontre. Et l'idée m'est venue, je me suis dit, bon voilà, je vais passer, voir
certains acteurs de la société civile et collecter des fonds, collecter des matériaux et vraiment participer à embellir un peu la ville. Et j'ai soumis le projet au président Soglo qui m'a dit « Mais dis donc, formidable, très très bien, je vous donne mon quitus, allez-y. » Et c'est ainsi que je suis allé voir des magasins La Roche, Simbénet et tout, et j'ai pu réunir certains matériaux et des financements. À l'époque, c'était le directeur du port autonome, Badarou Issa, qui m'a dit « Mais monsieur Bandera, vraiment, si on avait seulement 200 personnes comme vous au Bénin, je pense qu'on n'en serait plus là. Mais formidable, cette initiative et tout. Bon, je prends une option dessus. Dites-moi ce que vous pouvez proposer, par exemple, pour la devanture du port autonome et tout. » Voilà, je prends un financement dessus. Je finance aussi votre projet de Kouabo, de l'aéroport et tout. Et c'est comme ça que j'ai pu réunir une certaine cagnotte. Et puis, j'ai pu poser certains actes. J'ai fait la sirène du port, qui n'y est plus, d'ailleurs, Kouabo, de l'aéroport. Le marché à poissons, et voilà un peu l'histoire de... Voilà, c'est pour en revenir un peu à ce côté patriotique qui nous motive parfois. Bon, je perds un peu le fil de... C'est bien, voilà, vous avez effectivement répondu à ma question, mais ce que je note aussi dans votre réponse, c'est que le côté et la fibre humaine est très importante. Très des personnes, exactement. Que ce soit le président Nicéphore Soglo ou que ce soit M. Issa Badarou, ce sont des hommes et des femmes exceptionnels. Voilà. Et pour en revenir à cela, donc quoi bon en réalité, puisqu'on parlait de décoration urbaine, des actes que nous posons qui doivent être dans lesquels les populations doivent se reconnaître. Et quoi bon en réalité fait partie de nos traditions. Vous savez, lorsque l'on reçoit un hôte, une jeune fille ou une personne se présente devant cet hôte-là avec une calebasse, avec de l'eau dedans, et verse cette eau devant cette personne-là en signe de bienvenue, qui signifierait votre séjour sera une réussite. Voilà, une réussite, un séjour rafraîchissant. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai conçu donc ce monument qui justement représente une personne, une dame qui est à genoux, parce que généralement c'est l'inclinaison qui montre le respect qu'on a pour l'autre et tout. Donc elle est à genoux et elle porte dans ses mains cette calebasse de laquelle, parce que c'était une fontaine en fait, de laquelle devait couler de l'eau. Voilà un peu. Donc ça rentre dans nos traditions et généralement ce genre d'œuvre est tout de suite accepté par les populations parce que les populations s'y reconnaissent. Et au port autonome, par exemple, c'est une sirène que j'ai posée et je l'ai appelée la sirène du port. Et donc, Mami Wata, Mami Wata aussi, les gens sont passés devant. Bon, évidemment, ça a créé une petite polémique. Parce que de l'autre côté aussi, ils ont dit, dis donc, je vais au vaudou, c'est quoi Bon, moi, je ne m'en suis pas tenu là, parce qu'après tout, même si je suis un catholique, bon, de façon, je suis d'abord de tradition vaudou, donc c'est dans mon sang, je ne pourrais pas faire autrement. Enfin, c'est pour dire que, voilà, c'est un peu, par rapport à nos œuvres, on essaie autant que possible de créer des œuvres qui vraiment soient cooptées, qui soient acceptées et parrainées acceptées par les populations. Voilà un peu voilà ce que je peux dire à ce sujet. Très bien. J'ai encore quelques questions. Votre travail contribue à un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Quelque chose qui traversera donc les générations. Comment envisagez-vous la notion d'héritage dans votre processus de création? Je crois que c'est l'occasion aussi de, peut-être c'est pas directement la question, mais de rendre hommage au président Talon.
Je crois qu'il faut le dire. Oui. Il faut le dire. Oui. C'est pas, ce n'est pas en disant cela que forcément on ferait de la politique. Mais nous sommes des spectateurs et nous sommes des acteurs aussi, hein, en tant qu'artistes et tout, et participatifs du développement de notre pays. Donc, je suis quand même heureux, hein, de vivre cette tournure, Oui. hein, qui est prise, hein, dans la direction qui est donnée au pays, au pays, et le Bénin. Et puis à la région, quelque part. Vraiment, et à la région, à l'exemple qui est donné. Hein, pour dire, franchement, c'est possible. Avec un peu de sérieux, avec une vision, hein, ces choses sont possibles. Et cette vision a été... m'a touché quelque part. Oui. Hein, vous voyez, je me souviens d'une conversation qu'on a eue là-dessus, à ce sujet. Oui. Voilà, vous voyez, donc elle m'a touché dans la mesure où j'ai eu le privilège de diriger cette porte. Bon, je ne vais pas la qualifier de magnifique. Elle est magnifique. Mesdames et messieurs, si vous ne l'avez pas vue, si vous êtes au Bénin, vous êtes tenus d'aller la voir. Et si vous n'êtes pas au Bénin, vous êtes les bienvenus à différentes occasions pour différents festivals, notamment Vodou Days qui ont lieu tous les ans 8, 9 et 10 janvier. Et vous verrez, cette porte est vraiment, vraiment magnifique. Voilà. Ouais. Et derrière cette porte, il y a ce monsieur à qui je tire un chapeau. Ouais. Vraiment, salut l'artiste. Absolument. Vraiment. Et il a travaillé de cette façon-là à travers vous et vos collaborateurs, à l'héritage tout à fait. du pays et puis de la société noire, en fait. Tout à fait. Alors, pour les jeunes artistes et créateurs africains, quel état d'esprit est nécessaire pour créer une œuvre qui a un véritable impact? Question bien, bien pointue. Hein. Moi, j'en reviens toujours à cet aspect émotionnel des choses. Vous voyez? Et l'émotion chez nous, les artistes, on peut la qualifier de qualité de nos défauts. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas pris aux tripes, et que c'est plutôt le montant du chèque qui vous motive, je ne pense pas que vous seriez capable d'atteindre certains objectifs. Identifiez-vous à ce pourquoi vous êtes convié. Identifiez-vous à cela. C'est-à-dire que si on vous parle de porte du non-retour, eh bien, vous devenez un esclave alors. Vous devez vivre ce que devrait vivre un esclave. Si on vous parle d'autre chose, de faire une fresque sur un marché, s'agissant d'un marché et tout, vous devez entendre ces dames crier, parler, invitant les clients à venir. Et tout ça, vous devez le vivre. L'émotion est essentielle dans la création. Dans la création. Et même, on va plus loin parce que l'art s'impose de lui-même. Et vous pouvez avoir un itinéraire qui peut changer de route pendant que vous êtes en train de peindre ou de sculpter. Vous voyez? Donc, laissez-vous guider par cette émotion. Et soyez vrai. Soyez entier. Soyez vrai et soyez entier. Je me permets de vous interrompre pour le répéter, mais je vous laisse continuer. Voilà, c'est des mots forts. Soyez vrai et soyez entier. Et à un certain moment, devenez le spectateur de votre art. Retirez-vous et regardez ce que vous avez fait. Devenez ce spectateur-là. Parce que, vous savez, je le redis, au commencement était l'émotion. Et la chose la plus stupide qui n'ait jamais été dite, c'est que la création humaine est un hasard. Excusez-moi, je pèse mes mots, mais je ne peux pas me taire devant une telle stupidité. Parce que nous-mêmes, vous êtes une œuvre d'art.
Devant moi, vous êtes une œuvre d'art. Et franchement, il faut que nous réalisions que ce que Dieu, parce qu'il faut lui donner ce nom, ah oui, Absolument. ah oui, il faut l'appeler par son nom, Oui. hein, Mahou Aourazé. Hein, oui, il a tous les noms, Tout à mais fait. il est unique. Oui. C'est celui-là qui nous habite. Oui. C'est celui-là qui fait de nous ce que nous sommes. Et ayons l'humilité de nous incliner devant sa suprématie. Moi, tout ce que je le fais en me référant à lui. Dis, vas-y, crée. Vas-y, parle-leur. Et c'est une prière, vous ne pouvez pas vous imaginer ce que ça me donne comme Puissance. puissance. Oui. Et quand je me soustrais et que je lui donne toute la force, oh là là, après je regarde, je me dis, oh là là, toi, tu seras toujours mon père. Voilà. Vous nous révélez vos secrets et vous nous révélez pourquoi ces œuvres que vous créez sont si puissantes et si belles. Alors, l'art africain bénéficie d'une reconnaissance croissante à l'échelle mondiale. Comment percevez-vous l'évolution du rôle des artistes africains sur la scène internationale ? Je voudrais inviter les artistes africains à s'instruire. À s'instruire. Il ne suffit pas de prendre un pinceau puis de se mettre à peindre ou un scalpel ou des ciseaux sculptés. C'est une très bonne chose. Mais il faut qu'ils s'instruisent. Ils s'instruisent, pourquoi je dis cela? Parce que beaucoup d'artistes ne savent pas. Artistes africains n'ont pas conscience qu'en réalité, nous sommes les chantres de l'art moderne. Je vais répéter ça, c'est important. Nous sommes les... Et là, vous parlez des Africains. Nous sommes les chantres de l'art moderne. De l'art moderne. C'est par nous qu'est né l'art moderne. Parce qu'en réalité, les Européens, les Occidentaux, avaient une démarche, plutôt je veux dire paysager, c'est-à-dire ils copiaient la nature. Effectivement. Ils dessinaient la nature avec beaucoup de talent. Oui. Beaucoup de talent. Je respecte des peintres comme Léonard de Vinci, Van Gogh. Van Gogh, Delacroix. Tout à fait. Delacroix. Et encore Van Gogh, déjà, c'était entre les deux. Voilà, ça deux, vient, c'est l'art commence à passer à une autre étape. Tout à fait. Mais des classiques comme Léonard de Vinci, Delacroix et Rembrandt et tous ces gens-là étaient plutôt dans la perspective, leur objectif était de copier la nature. Oui. Ce qui était formidable parce que quelquefois, quand vous regardiez une personne, vous sentiez presque battre son cœur, tellement c'était bien traduit. Mais nous, Africains, nous ressentions les choses autrement. Et l'artiste africain, en fait, est d'abord quelqu'un de spirituel. L'artiste africain est celui qui côtoie le monastère, qui côtoie le couvent. L'artiste africain est là pour traduire ce qui vient du tréfonds de l'esprit d'en haut. Et c'est pour cela que souvent, l'artiste africain exprime l'essentiel, c'est-à-dire de l'âme. Quand vous regardez un masque baoulé, les traits sont des traits qui stigmatisent, qui cristallisent des éléments essentiels. Quand vous regardez, par exemple, un masque fan ou même d'Abomey, oui. La bouche ou le ventre peut être exagéré, c'est-à-dire à outrance. Pourquoi? Pour exprimer
la nativité, hein, pour exprimer, par exemple, la colère. Oui. Hein, et c'est ça, en fait, hein, c'est ça l'art africain. L'art africain est spirituel. L'art africain est spirituel. Et c'est pour cela que, quand je parle que nous avons été les chantres, c'est-à-dire les avant-gardistes, hein, c'est qu'à un certain moment, les artistes européens, occidentaux, se sont trouvés devant une barrière. Ils se sont dit, mais c'est fini. Qu'est-ce qu'on fait? On a fini, on a fait le tour de la question. Oui. Et ils ont été d'autant plus bloqués qu'ils ont vécu l'avènement de la photographie. Oui. Et la photographie étant survenue, il servait à quoi encore? Il servait à quoi de peindre la nature, alors qu'en un cliché, cette nature, on l'avait sur papier. Absolument. Vous voyez? Donc, il fallait sortir de ce clivage-là. Hein? Et c'est à ce moment qu'est né le cubisme aussi. Oui. C'est pour cela que des gens comme Pablo Picasso sont respectables. Tout à fait. Et nous, Africains, justement, ils se sont inspirés de quoi? Ils se sont inspirés de nos masques. Oui. Et c'est pour ça que c'est cubique. Oui. C'est pour ça que Quabo, justement, est très cubiste. Est très cubique dans les formes. Vous voyez? Donc, les visages, les formes et tout qui sont géométriques, hein, c'est cela, l'art africain. Oui. L'art nègre, comme on l'appelle, pas de façon péjorative forcément, Non. mais savoir que nous avons été nous avons inspiré l'art moderne. Hein. Tout à fait. Nous avons fait comprendre qu'en réalité, ce qu'il fallait exprimer le plus, c'était parce que Dieu lui-même a déjà créé. Hein, les lacs sont là, les cascades sont là, les visages sont là, tout est déjà là. Oui. Hein, maintenant, ce que nous devons ressortir, c'est le tréfonds de nous-mêmes. Oui. Et les Africains, eux, l'avaient compris dès le départ. Hein, et c'est en cela que j'exhorte mes, disons, je ne vais pas dire mes enfants, mais les jeunes créateurs africains à les puiser justement dans cette source vive qu'est notre spiritualité. Oui, parce qu'en fait, comme vous avez évoqué Picasso et le cubisme, qui s'inspire profondément de l'art africain, et ça, peut-être que peu de gens le savent, en tout cas en Occident, j'espère que les Africains le savent, mais c'est une qualité humaine formidable que de pouvoir, comme vous l'avez dit tout à l'heure, collaborer avec les autres et quelque part influencer les autres. Et vous avez parlé aussi du fait que nous avons toutes les couleurs en nous en tant que noirs, et que l'origine du monde vient d'ici et qu'elle revient à nous, tous des thèmes profonds qu'il s'agirait peut-être d'approfondir encore une autre fois. J'ai quelques autres questions justement sur cette, dans la même veine que la précédente. Qu'est-ce que le monde continue de mal comprendre à propos de l'histoire et des cultures africaines? Et comment l'art peut-il contribuer à corriger cela? Vous avez des questions? Vous pouvez me la répéter un peu cette... Oui, qu'est-ce que le monde continue de mal comprendre à propos de l'histoire et des cultures africaines? Et comment l'art peut-il contribuer à corriger cela? Oui. Je pense que l'art, par définition, est le témoin de son temps. Et s'il n'y avait pas eu les hiéroglyphes qu'on a découverts dans les grottes et tout, l'histoire de l'humanité ne se comprendrait pas à cette échelle-là. Tout à fait. Et je crois que c'est la responsabilité de l'artiste de donner une forme à l'histoire, de donner une forme à la mémoire. Et peindre le tréfonds de soi-même, c'est une chose. Mais témoigner de ce qu'on a vécu, hein, du temps qu'on a traversé, c'est une autre chose. Ça veut dire que nous avons une responsabilité énorme par rapport à l'histoire. Il faut justement marquer l'histoire de ces images,
de ces vécus-là, hein, traduits dans les formes et dans les couleurs. Voilà ce que je peux dire de cela. Très bien. Si vous deviez recommencer aujourd'hui, quels seraient les 3 conseils que vous donneriez à votre version plus jeune? Ah là là. Je ne me vois pas autrement que ce que je suis aujourd'hui. Ce qui est bien. Je vous dis franchement, j'ai du mal à m'imaginer autrement que comme ça. Oui. Hein, je suis né comme ça, je suis venu avec. Hein, comme je vous ai dit, dès mon plus jeune âge, et, j'ai toujours dessiné et tout. Mon père ayant pressenti ces choses-là en moi, me regardait toujours en coin. Un jour, je suis rentré à la maison et puis il m'a offert un livre et c'était un livre de Michel-Ange. Ah, Voilà. Et voilà, c'est ce qui a fait de moi plus un sculpteur qu'un peintre. vous avez eu la chance d'avoir un père qui allait dans votre sens à une époque où souvent les parents parlaient de l'art en disant que c'était une perte de temps. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, ouais. Mais dans le même temps, il me disait, bon, écoute, vas-y, On va faire des choses sérieuses. Sciences sociales. Voilà, tout à fait. Ouais. Alors, j'ai un segment nouveau qui nous plaît beaucoup, c'est les questions rapides. Voilà. Je vais souvent vous demander un mot pour définir quelque chose. Donc, un mot pour définir l'héritage. L'héritage, c'est la transmission. La transmission. L'art pour l'émotion ou pour l'histoire? L'un engendre l'autre. L'un engendre l'autre. La plus grande force culturelle de l'Afrique? L'émotion. Un lieu que tout le monde devrait visiter pour comprendre l'histoire? La route des pêches, Ouida. Créer seul ou collaborer? Selon les circonstances. Passé, présent ou futur, qu'est-ce qui vous inspire le plus? Le présent puise sa source dans le passé et se projette dans le futur. Tradition ou innovation? Tradition et forcément qui engendre l'innovation, c'est-à-dire qui se projette dans le futur aussi. Une émotion que vous souhaitez susciter chez ceux qui découvrent votre œuvre? L'indulgence. Silence ou son lorsque vous créez? Oh, le son me porte beaucoup et m'inspire des couleurs et des formes quelquefois. Un art qui challenge ou un art qui réconforte? Un art qui, s'il devait challenger, il challengerait mon ego. Je ne pense pas. Je préfère qu'il me réconforte. Si vous n'étiez pas un artiste, que seriez-vous devenu? Oh là là, je ne me vois pas autrement que ce que je suis. C'est bien, vous avez une unicité de pensée et d'authenticité. Merci. Vous êtes aligné sur vos valeurs. Nous arrivons presque à la fin. On aimerait continuer pendant longtemps. Pour tous ceux qui nous regardent à travers le monde, entrepreneurs, créatifs et leaders, quel est le changement d'état d'esprit essentiel pour créer un travail porteur de sens et d'impact? Si nous sommes leaders, nous avons le devoir de créer d'autres leaders. C'est ce que je voudrais partager avec les leaders qui impactent autour d'eux et qui donnent un certain tracé au développement de l'Afrique. On n'est pas leader pour être assimilé à un roi. Il faut être un leader parce qu'on est consacré en tant que leader, parce qu'on est un exemple. Et il faut absolument impacter les autres et faire en sorte de créer, je le répète encore, d'autres leaders. C'est une courroie de transmission. Et c'est en cela que nous devons tisser la nouvelle corde sur l'ancienne corde. Voilà ce que je pourrais dire à ce sujet. Et enfin,
Où peut-on suivre ou découvrir davantage votre travail? Bon, pour l'instant, sur ma page Facebook, Oui. Fortuné Bandera, Fortuné Bandera. et très bientôt sur TikTok. Très bientôt sur TikTok, Voilà. mesdames et messieurs. Très bientôt sur TikTok. Pour l'instant, sur votre page Facebook Voilà. qui est magnifique. Allez Merci. voir Fortuné Bandera, vous verrez tout autour de cette page son nom. Fortuné Bandera, ça a été un moment unique, une grande chance de ma part de pouvoir faire ce podcast avec vous. Merci infiniment. Merci d'avoir pris le temps et merci pour tous ces enseignements. Chance unique pour moi, à Cosphère, vraiment, et très honoré que vous m'ayez invité à ce podcast. J'espère que cela apportera quelque chose. Voilà, merci infiniment. Sans aucun doute. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.